Projet pour Smart Victory Gardens. Alors bonjour, je travaille chez Orange en anticipation. Alors pourquoi un grand groupe est là aujourd'hui? C'est pour présenter un nouveau projet qu'on amorce chez Orange. Alors je vais vous présenter vraiment le pitch qui est présenté en interne au sein de l'entreprise. Ça peut aussi vous aider à montrer comment est-ce qu'on a digéré tout ce qu'on peut entendre sur la littérature autour de la transition, autour des effondrements. Alors, le projet s'appelle Smart Victory Gardens. Alors, on commence par expliquer, à les gens qui ne connaissent pas tous ces rapports, expliquer qu'on est bien dans un monde de croissance, de disponibilité de nourriture, de production de services, de population, etc. Que vive la croissance. Donc, ça commence bien. Sauf qu'après, on leur montre ça. On leur dit, voilà, on est là maintenant, on est là, et ça fait longtemps qu'on sait qu'on va être là. Depuis les années 70, le rapport Meadows, on arrive à prévoir ce qui va se passer. Finalement, les prédictions ne sont pas trop différentes de la réalité. Donc on a de vraies raisons de penser que peu importe le scénario, là j'ai pris le scénario médian du rapport Meadows, oui, les choses ne vont pas aller mieux qu'avant. Au contraire, on est plutôt déjà dans une logique d'adaptation à la décroissance. En général, soit je passe les 2 minutes, soit je passe pas. Et là, j'arrive à passer. Bon, c'est le rapport de Nature Magazine 2012 qui est aussi un déclencheur qui montre qu'on arrive au tipping point, on arrive au seuil de basculement du système Terre, où à la fin, le système est tellement mis à l'épreuve qu'il rebascule sur un autre modèle. Et on n'est pas en accrément, on est vraiment en rupture. Et on est en rupture à cause du dépassement de la limite, de plusieurs limites, de plusieurs frontières, de plusieurs sujets. Diversité génétique, modification de l'usage des sols, l'usage de l'eau douce, phosphore, azote. Ça, on l'a bien évoqué ce matin. Le point important, c'est qu'en fait, la partie à gauche concerne tout ce qui est alimentation. Donc c'est fondamental. On n'en est pas à est-ce qu'on aura chaud ou pas chaud, c'est est-ce qu'on va manger ou est-ce qu'on ne va pas manger. Et c'est le point de départ du projet, c'est se dire finalement, la pyramide de Maslow, on la connaît tous. On a toujours un peu l'historique de travailler ou de la vocation de travailler sur la partie haute, c'est la partie la plus valorisante. Mais la partie basse, elle est vraiment un risque. Et quand les fondements de la pyramide sont un risque, il faut vraiment y travailler. Donc l'alimentation, c'est le sujet clé du projet. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans Libération il y a quelques semaines. Actuellement au Venezuela, pour des raisons aussi liées au pays, mais liées aussi à la dépendance du pétrole et puis l'impéritie du pouvoir aussi, les frigos sont vides. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces images, j'en ai pris une, c'est pas des légumes, c'est des produits manufacturés qui manquent. Donc les frigos sont vides de produits manufacturés. En clair, ils n'ont pas à manger parce qu'il n'y a plus de chips. Je suis un peu extrême, mais c'est un peu ça. L'image de ce reportage, c'était il n'y a plus de produits manufacturés et les gens ne savent pas quoi manger. Ça rappelle une histoire un petit peu. Ça rappelle une histoire où les gens ont dû faire des choses pour manger. C'était pendant les guerres mondiales au XXe siècle. Il y avait l'effort de guerre et globalement, les ressources devaient être attribuées aux troupes, aux usines qui fabriquaient les avions et les bateaux. Et ceux qui n'étaient pas au front, eh bien finalement, devaient un peu se débrouiller tout seuls parce que ça contribuait à l'effort de guerre. Il y avait un effet psychologique aussi pour pouvoir contribuer à sa propre existence. Et puis le côté gratifiant de cultiver ces légumes, c'est que c'est assez rapide et puis on fait des efforts et quelques semaines après, on voit les résultats. Donc ça, c'est appelé les Victory Gardens. Et l'expression qui est importante à retenir pour tout à l'heure, c'est « If you dig for victory now », c'est vous creusez. Donc il y avait le but de creuser pour contribuer à la victoire. D'après les chiffres à peu près existants, 30% de la nourriture de la population américaine était fabriquée avec ces Victory Gardens. 30%. Alors, c'est colossal, c'est vraiment pas important. Donc des millions d'Américains ont vécu grâce à ces Victory Gardens. Ça s'est aussi développé en Angleterre, en Australie, en Allemagne après la guerre. Mais les gens ont redécouvert le fait de creuser pour pouvoir manger. Alors on les retrouve encore maintenant, au XXIe siècle, ça revient. Avec 2 exemples qui sont connus, Détroit et Tom Orden. Détroit, ensuite d'effondrement de l'industrie principale automobile, les gens qui sont restés, ça vous connaissez tous, ont dû se réapproprier l'espace public et finalement pour manger, ils ont cultivé. Tom Orden en Angleterre, pour des raisons un peu plus activistes, mais aussi un peu d'effondrement, déclin économique suite à, je crois que le déclin de l'industrie textile de mémoire, ils ont réinvesti l'espace public et puis le cas classique, c'est les épis de maïs devant le poste de police. Voilà, c'est en axe libre et puis on peut manger, mais c'est bien de Victory Gardens. On est bien en effort de guerre par rapport au réchauffement climatique, par rapport au dérèglement, et les gens se mettent à cultiver. Alors on pourrait dire, ok, on va tout s'y mettre, et on va creuser aussi pour manger. Mais seulement il y a 4 évolutions à prendre en compte.
pour qu'on n'ait plus à creuser et pour qu'on le fasse de façon intelligente. La première évolution, c'est les villes en transition. C'est un mouvement qui est très positif, qui se répand localement, qui est inspiré de Rob Hopkins et qui maintenant se développe dans le monde entier. Je crois qu'il y en a 150 en France, des villes. Et il y a un effet collectif et il y a aussi un effet local, et ils prennent le meilleur de maintenant. Le meilleur d'avant, mais le meilleur de maintenant. Et ils ne sont pas dans une logique d'effondrement, ils sont dans une vraie logique de transition. Et ça, c'est un mouvement positif à prendre en compte. Le deuxième, c'est la permaculture. Ce n'est jamais que le retour à des choses anciennes, hein. C'est ce que fait la nature, comment elle le fait. La permaculture, on associe différents éléments, on fait des rotations, mais on se sert de la nature et des mécanismes. On ne creuse pas, on laisse la nature, on n'expose pas la terre, on ne creuse pas, c'est les vers de terre qui creusent, qui fertilisent. Et ça, c'est un point intéressant à prendre en compte. Le troisième, alors, culture en carré potager. Alors ça paraît anecdotique, mais c'est une vraie révolution dans l'art des potagers qui est de structurer le potager en carré. Il y a plein d'intérêts, on n'a pas besoin forcément de se pencher, on a besoin de petits outils, puis surtout à droite. Alors nous en interne, on voit ça comme un logiciel, c'est un algorithme en fait. Vous pouvez codifier le potager. Ouais. On peut codifier le potager parce qu'à la fin, ça devient des cases 1, B2, B3 avec différentes graines. N'empêche que ça veut dire on n'est plus dans le sur-mesure, on peut être dans le prêt-à-porter, ça veut dire qu'on peut très bien structurer l'approche du potager avec ça. D'ailleurs, il y a des bouquins qui sont très bien faits qui disent le mois de mai, vous allez mettre telle graine dans tel carré. Le mois suivant, vous allez mettre telle graine dans tel carré. Donc ça, c'est une vraie évolution aussi à prendre en compte. La dernière évolution, c'est les graines libres. C'est un combat que certains ont mené pour le bien commun, notamment Cocopelli, Semences Paysannes, puis des gens en Inde aussi. Maintenant, il est autorisé, en tout cas il n'est pas complètement interdit, de vendre des graines libres et reproductibles de droit à des particuliers. Et ça, c'est important parce que la diversité génétique est en péril et on doit développer ces graines pour qu'à la fin le patrimoine soit diversifié. Et puis peut-être qu'une des plantes là s'adaptera mieux au réchauffement climatique qu'une autre. Voilà. Donc c'est important de faire vivre ce patrimoine. Une partie est enfermée au Svalbard dans la grainothèque de Norvège, mais elle ne vit pas. Qui prend l'eau. Oui, à cause de ça, c'est anecdotique, mais une graine. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique, et puis en plus, une graine, elle doit s'adapter en temps réel en fait. Donc une graine mise dans un musée, elle n'est pas en train de s'adapter. J'ai cultivé de l'épeautre qui avait plus de 2000 ans, qu'on a retrouvé dans des fosses septiques gallo-romaines. Bon, mais ça peut-être. Voilà. On peut les conserver quelque part, mais n'empêche qu'elles sont encore mieux si elles s'adaptent. Exprès, il y a 2000 ans. Ah oui, si elles s'adaptent, voilà. Alors voilà, l'objectif du projet, c'est ça. C'est comment convertir rapidement des surfaces en zones de permaculture. C'est vraiment l'objectif du projet. La première cible, c'est les zones périurbaines. Alors on dit parfois de mal des zones périurbaines, mais n'empêche que ce sont parfois des gens qui sont animés d'ailleurs d'une volonté de transition. Hein. Ils le font peut-être maladroitement parce qu'ils ont 2 voitures, parce que plein de choses, mais n'empêche qu'ils veulent ce petit bout de nature. L'intérêt, c'est qu'il y a deux générations. Il y a les parents qui sont en vie active et il y a les enfants. Donc là, en s'adressant à cette cible-là, l'INSEE dit qu'il y a 10 millions en France, on touche 2 générations en même temps. Alors voilà, comme toute recette, il y a des ingrédients. Là, j'ai listé quelques ingrédients qu'on a identifiés pour les Smart Victory Gardens. Alors le container, on prend le côté positif du container. On n'a pas des containers chez les gens, mais le container a codifié le transport maritime. Il a permis que quelqu'un de l'autre bout du monde sache de quoi vous parliez. C'est 1 container, 2 containers, 3 containers. Ça permet de codifier. Et puis le container, pareil, comme vous le faites pour l'Inde, vous allez le poser, vous allez l'installer. Et les gens à l'autre bout du monde savent ce que vous allez installer, ils peuvent préparer la chose. On comprend l'esprit du container. On prend l'esprit de valorisation de Nespresso, pas de l'aluminium, mais juste l'esprit de valorisation. Et après, on prend différents exemples. La gamification, on en a parlé tout à l'heure, pour l'addition au jeu. Je trouve que c'est intéressant. C'est pareil, le potager, à la fin, on peut très bien faire une gamification pour que les gens aient un statut, puissent partager aux autres leur expérience et puissent avoir des différents niveaux d'expérience. Les Lego, parce qu'il faut que ce soit modulaire, il faut que ça plaise aux enfants aussi. La bibliothèque Bilic est à droite. Alors c'est intéressant parce que c'est un module qui peut être ajouté avec des kits. Et à la fin, c'est bien le même module. La 2 chevaux, il y a 2 intérêts à 2 chevaux. Il y a la capote qui protège l'habitacle, mais il y a aussi le fait que le cahier des charges est un cahier des charges intéressant. Et ils sont partis du cahier des charges. Offrir un véhicule de transport simple au maximum de gens. Donc, il ne s'agit pas de refaire une 2 chevaux, mais de reprendre l'esprit de comment les gens ont fabriqué cette 2 chevaux. Ça part d'un cahier des charges
pour faire quelque chose une transition de masse. La réalité augmentée, transposée au potager, et transposée au potager en carré, etc., ça permet de permettre à quelqu'un de visualiser ce qui va se passer après. Parce qu'on arrive à mettre tout de façon standardisée, on peut projeter les gens dans ce que ça va être. Alors qu'avant, c'est pas possible. Là, on peut leur dire, voilà, votre espace de pelouse, ça va ressembler à ça dans quelques mois. Et puis un des derniers, à droite, c'est tout bête, mais on peut très bien, un des problèmes du potager, c'est comment est-ce qu'on cuisine. Et maintenant, on peut très bien, à l'avance, savoir ce qui sera produit et lié à des recettes de cuisine. Ça veut dire que le potager peut devenir l'extension du frigo. Voilà. Bon, on est au tout début du projet, on est en train de monter l'équipe. On fait aussi des protos dans notre Fab Lab à Orange Gardens. L'idée, c'est aussi que ce soit un peu matérialisé par quelque chose qui reprendra l'esprit de tout ça et qu'on pourra poser. On ne creuse plus, on pose un potager, on pose mètre carré par mètre carré, et l'idée, c'est que toutes les zones de périurbaines puissent au moins planter, pas planter. Poser 1 mètre carré, tout est déjà prêt pour en planter un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Voilà. Bon, c'est les Smart Victory Gardens, et j'ai fait 10 minutes. Voilà, donc maintenant, on n'est plus dans les Victory Gardens, on est dans les Smart, mais c'est la chose qui peut augmenter la résilience locale, alimentaire, même si les gens n'ont que quelques repas d'avance, ce sera déjà clé. Parce que s'il y a des ruptures d'approvisionnement, au moins ils auront localement la capacité à produire de l'alimentation. Et puis, s'ils ont 2 mètres carrés, le jour où il faut qu'ils en aient 10, c'est super facile. Par contre, les remettre maintenant en faire 10, ce serait compliqué. Voilà. Et puis, à la question pourquoi Orange fait ça, j'allais la poser. Ils ont bien vendre quelque chose qui n'a plus de fiole pour les batteries. Excusez-moi, c'est pas si on veut ne plus avoir à creuser, si on veut que les gens soient aussi dans une gamification, si on veut que ce soit simple, si on veut que l'arrosage soit automatique, si on veut que les gens... Parce que là, en fait, on est en transition entre deux systèmes. Les gens en zone périurbaine, ceux qui ont la chance de travailler le travail, ils ont des horaires compliqués. Si on veut qu'ils produisent de l'alimentation, il faut que ça n'empiète pas sur leur temps disponible. Donc il faut aider ça, il faut automatiser. Automatiser comme certains, comme un plat cuisiné pour automatiser, mais on en prend le meilleur de ce truc-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une approche en low-tech. On va pas mettre des écrans en plasma dans les potagers, mais on va mettre avec des petits composants comme Arduino, des petites pompes basse consommation, des micro-panneaux solaires, faire en sorte que on abaisse les barrières dans l'imaginaire pour le potager en disant non c'est compliqué, non je vais me faire mal au dos, non je vais passer mes soirées. Non, là on n'y passe pas ses soirées, on peut partir en vacances, on se fait pas mal, voire même on est valorisé parce qu'on a un statut sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et en fait l'objectif du projet c'est de mettre à contribution quelques cerveaux chez Orange qui d'habitude sont affectés pour d'autres projets plus digitaux, plus numériques, plus smartphones, etc. Mais pas de les convertir, mais de les appliquer, de prendre les bonnes recettes de tout ça en fait, pour les appliquer à ça. Le potager ne doit plus être ringard, le potager doit être moderne, le potager doit être simple, et à la fin c'est juste une extension du frigo. C'est pour ça qu'Orange travaille sur ça. Donc l'idée c'est de vendre les kits à terme. Utiliser l'intérêt d'Orange en fait. Oui. Alors, on me pose la même question, et je leur réponds que connecter des humains à leur smartphone ou des objets, c'est pas tellement différent que de gérer un réseau de graines disséminées un peu partout, que de coacher quelqu'un, que de lui faire un MOOC à distance pour lui expliquer, ou de connecter différents potagers. C'est pas tellement différent. Et à la fin, c'est bien un réseau. C'est bien un réseau de production alimentaire distribué chez les gens, et il y a bien une organisation à faire. Voilà. On pourra distribuer telle graine dans tel foyer pour tester. On verra le résultat. Si ça marche, après, on peut les disséminer. Il faut bien organiser les choses. Donc c'est bien un métier de réseau. C'est différent du métier de réseau d'opérateur, et c'est bien un métier de réseau aussi. J'ai envie de dire que la question, c'est pas trop l'intérêt d'Orange. L'intérêt d'Orange, c'est de faire du bénéfice comme toute entreprise commerciale, et c'est pas, il n'y a pas de jugement. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est l'intérêt des gens et l'intérêt de la collectivité. C'est effectivement pouvoir mettre en expérimentation avec l'impact que vous avez. C'est-à-dire mettre en place ce type de choses ludiques, etc., semble très très pertinent. Très pertinent dans l'esprit qui nous réunit aujourd'hui autour de Vincent et la partie.
avec toutes les critiques qu'on peut mettre derrière, parce que quand vous me parlez de Arduino, nous on pense immédiatement déplétion en termes de ressources, et on n'aura pas les moyens d'équiper la Terre entière avec des Arduino. Le nombre d'adresses IP avec l'IPv6, on n'atteindra jamais le nombre de machines ou d'adresses que l'IPv6 nous permet de faire, parce qu'on n'aura pas les moyens, les ressources, même en termes de minéraux. Mais c'est effectivement extrêmement intéressant, puisqu'on va pouvoir travailler sur un très très large spectre, sur des expérimentations, et l'adaptation des graines, ça parle beaucoup. Pour Arduino, c'est intéressant, parce que encore une fois, quand on fait des tests clients en ce moment, des interactions comme ça au fil de l'eau, les barrières sont énormes quand on parle de potager. C'est dans l'inconscient, dans le conscient, dans le vécu, et il faut abaisser ces barrières, même si c'est temporaire. Même si le premier bac, le premier mètre carré a un peu d'Arduino, c'est pas grave, parce qu'on aura converti, et après, là les prototypes qu'on fait, en fait, c'est une partie de l'approche low-tech, c'est qu'en fait on s'arrange à faire que ce soit démontable. C'est-à-dire qu'on peut très bien dans ce cas-là se dire, ok, la partie Arduino qui vous a mis le pied à l'étrier, vous l'enlevez, vous la confiez à quelqu'un d'autre, ou vous la remettez dans un autre système qui sera chez vous. Voilà. Donc c'est vraiment l'approche là. Et parce que si on ne fait pas un peu de tech, à la fin, les gens périurbains ne le feront pas. Et le grenier à céréales, je regardais les toits ici, mais on ne peut pas mettre des potagers sur les toits ici, tout est mansardé, ça ne marche pas, il n'y a pas assez de surface. Les gens à Paris ne pourront pas manger si la zone de périurbain ne produit pas à manger. Vous avez Agricool qui va mettre des conteneurs partout, on va travailler dans les caves aussi. Oui, mais c'est pareil, ça ne résiste pas au calcul de nourriture. Et énergétiquement, ça ne tient pas la route. Alors, pardon, excusez-moi, je vous interromps. On va enchaîner sur les autres présentations, mais gardez bien vos questions parce que je suis vraiment très content de cette intervention. Elle rejoint ce que je disais en introduction sur le rapport conflictuel et en même temps de dépendance qu'on a avec la technologie. Je pense que tu fais un travail où le conflit est quotidien. Et c'est jour et nuit, hein, pour le mais gardez bien vos questions. Et j'en avais une autre, c'est sur, mais on la traitera tout à l'heure, c'est sur l'accueil qui est fait chez Orange de la première partie de ton intervention, qui est celle de la finitude. Voilà. Alors, ce projet est un des premiers projets issus d'un travail de prospective qu'on a fait en 2015-2016. Et on avait 3 groupes de travail. C'était prospective 2030. On est une entreprise ancienne. Parfois on traîne le passé, mais c'est comme ça. Mais on se projette dans l'avenir et on espère exister dans 50 ans, dans 100 ans. Et rendre service, encore rendre service. Mais on doit prendre en compte le contexte extérieur. Donc il y avait 3 groupes de travail. Le groupe de travail, plutôt de technologie. Donc la technologie l'emportera toujours. Elon Musk, etc., compagnie. L'autre, le monde très transition collaborative. Voilà. Tout le monde va partager, monnaie locale, etc. Et puis l'autre, c'est le groupe qu'on appelait le groupe des effondrés. Alors, pareil, il y a eu des journées difficiles parce qu'on s'est collé toute la littérature, Claude de Rome, Meadows, le bouquin de Servigne, etc. Le pire, c'est Paul Jorion. Alors, Paul Jorion, les jours de pluie, il ne faut pas lire ça. Et puis d'autres bouquins comme Permaculture, comme voilà, le truc où à la fin, il y avait le lien avec l'alimentation. Donc ce groupe de travail a produit à chaque fois un petit magazine prospectif en 2030 qui récapitule l'histoire par rapport à maintenant en fait. Et voilà, donc c'est issu de ce groupe-là parce que j'étais des effondrés. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment mettre le cerveau disponible, une partie du cerveau disponible sur cet objectif d'alimentation. Voilà. Donc conciliant, ce qui est parfois inconciliable. Donc c'est issu de ça en fait. Et effectivement, ça a été un choc. Nous, on est bercé dans le technologisme, c'est comme ça. On fait la course, d'ailleurs, à la Reine Rouge, c'est ça. On fait la course contre les. Voilà. On a aussi un métier d'investissement, ce qui fait on investit beaucoup et après, on doit protéger cette rente. C'est comme ça. Sinon, ça ne marcherait pas. Il n'y aurait pas de réseau aussi. Donc, on doit protéger cette rente. Donc, on est aussi dans cette course-là. Et le fait de faire ce groupe de travail a stimulé pas mal d'émotions. Donc, pour répondre à la question précisément, l'accueil est plutôt positif et on essaie de faire passer le projet, c'est pour ça que j'ai un collègue Rodolphe ici, dans un nouveau programme d'intrapreneurs, parce que si on le fait rentrer dans le système, ça ne tient pas de 2 semaines. Donc on a un nouveau programme d'intrapreneurs pour de nouvelles activités à terme de l'entreprise et qui sont vraiment décalées et qui ont besoin d'être un peu protégées, à stimuler et protéger. Voilà. Protéger les anticorps de l'entreprise et stimuler, parce que là l'objectif du projet, c'est de lancer une bêta l'année prochaine. Donc l'année prochaine, là je travaille pour une version de bêta
On verra de combien ce sera de l'État, pour commencer à équiper des foyers en zone périurbaine, en région parisienne, avec un nouveau système qui fera qu'on posera le potager, puis on pourra gérer. Voilà. Donc, l'objectif, c'est l'année prochaine. Alors, c'est pas un plan 5 ans, parce que 5 ans, je ne sais pas, mais l'année prochaine, on fait une version bêta, et on commence à équiper, et on voit ce que ça donne. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'ai dépassé. Oui. Comment vous gérez un potager? On y reviendra peut-être, Christophe, tout Ouais. à l'heure. On va passer à l'intervention suivante. Thomas, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.